Bon, justement, on va passer à ça, hein. Donc cette patiente, elle est maintenant, on est quasiment sûr qu'elle est septique. On lui a mis une antibiothérapie. Je n'ai pas très bien compris quelle antibiothérapie, mais on lui a mis une antibiothérapie qu'on désescaladera probablement. Quiz 3. Pensez-vous que le foyer infectieux soit le poumon dans plus de 5% des cas de détresse respiratoire aiguë chez des patients en post-opératoire, chez notre patiente? Je vais répondre puisque tu sais pas quelle antibiothérapie on l'a mis. Moi, je te dis ce que j'aurais fait par rapport à ce que je connais de l'écologie de Cochin et de la région parisienne. On leur a mis un piperatazo, et si elle était vraiment pas bien sur le plan hémodynamique, on leur aurait fait une injection de 25 à 30 mg d'amiclin. Voilà. Alors, on nous aurait fait la même chose en région marseillaise, hein. Donc, je répète mon quiz. Pensez-vous que le foyer infectieux soit le poumon? C'est ce que me dit toujours mon chirurgien, hein. Moi, quand je lui amène cette patiente et que je vais voir cette patiente en service, le chirurgien me dit c'est une pneumonie, c'est le meilleur diagnostiqueur de pneumonie de la ville, hein. Pensez-vous que le foyer infectieux soit le poumon dans plus de 5% des cas de détresse respiratoire post-opératoire? Donc on verra les résultats. Pour l'instant, on va donner la parole à Eric Lipnis qui va nous parler les foyers infectieux et surtout de son élimination et de son éradication. Merci Marc. Donc on ne peut pas parler de choc septique et d'infection sans parler de foyer. On a tendance à mettre cette étiquette, le patient est en choc septique. Le patient est en choc septique parce qu'il est infecté, et il est infecté parce qu'il a un foyer infectieux. Et donc c'est quelque chose qui est assez mal étudié, il y a quand même des cohortes, et qui obéit à des principes. Les principes de l'éradication du foyer reposent sur une règle qu'on peut résumer des 6 D. Le drainage des collections infectées, le débridement, c'est-à-dire l'excision de tissus infectés ou nécrosés, les dispositifs invasifs qui sont présents, il faut savoir les retirer, car probablement infectés. Ça va du simple, comme les cathéters, à retirer, à des choses beaucoup plus complexes, comme des interventions pour retirer des prothèses. Là, on est vraiment dans le compliqué. Un délai urgent dont on reparlera. Et des choses qui ont été longtemps mises de côté, telles que la décompression. C'est également le moment de s'adresser au syndrome du compartiment ou de syndrome de Loge, éventuellement, avec la parotomie, aponevrotomie. Et il faut savoir aussi différer quelque chose que le chirurgien a réellement envie de faire, c'est-à-dire d'obtenir une réparation anatomique définitive. Ça, il faut savoir, dans ce contexte-là du choc septique, de le différer, c'est-à-dire de privilégier tout ce qui est dérivation et stomie par rapport aux anastomoses définitives. Donc la question du délai, qui était un des D des principes de prise en charge, ce délai urgent, en fait, il est comme les antibiotiques, il est le plus tôt possible. Le plus tôt possible, on pourrait même considérer éventuellement le côté horaire. Il y a des cohortes multicentriques allemandes qui montrent qu'avec chaque heure qui passe entre le diagnostic du choc septique et l'éradication de la source, on a une augmentation de 1% du risque relatif de décès. Ce risque de décès, donc le taux de mortalité, si on attend plus de 6 heures pour le contrôle de la source, l'éradication du foyer, la mortalité peut atteindre 43% lorsqu'il s'agit de tous les foyers éradicables. Et en ce qui concerne les foyers type perforation digestive, cette mortalité après 6 heures de délai d'éradication de la source peut atteindre 100% dans certaines cohortes. En ce qui concerne les dermohypodermies nécrosante et fasciite nécrosante, la mortalité atteint 34 fois la mortalité de base si on attend au-delà de 14 heures pour éradiquer la source. Donc il y a un enjeu majeur, comme l'antibiothérapie, au cours du choc septique, il y a un enjeu majeur dans le délai de prise en charge et d'éradication de la source. Alors on a parlé d'antibiotiques, on parle d'éradication de la source. Quel est la relative bénéfice entre chacun, l'importance relative entre éradication du foyer et antibiothérapie? Là encore, dans les cohortes, lorsqu'il y a un foyer éradicable, donc qu'il s'agisse de tout foyer éradicable, surtout des infections intra-abdominales, qu'il s'agisse de séries d'angiocolites ou alors d'infections intra-abdominales bactériémiques, là il n'y a pas photo, il y a toujours dans les analyses multivariées, c'est l'éradication du foyer, sa réalisation et son délai, le délai de réalisation d'éradication du foyer qui pèse le plus lourd. Et parfois, les antibiotiques pèsent un peu et surtout pèsent très peu par rapport à l'éradication de la source. Donc lorsqu'il y a une source éradicable, le pronostic c'est à l'éradication rapide de la source, du foyer infectieux par rapport à l'antibiothérapie. Donc, comment décider de la stratégie plutôt chirurgicale ou plutôt radiologie interventionnelle pour obtenir cette éradication de la source? Ça va dépendre du foyer,
voire des foyers, s'il y a plusieurs foyers, donc de leur nombre, de leurs caractéristiques, plutôt liquides, drainables, plutôt nécrosants, infiltrants, nécessitant chirurgie, leur localisation, c'est-à-dire leur accessibilité soit aux radio-interventionnelles, soit à la chirurgie, la logistique, la disponibilité des différents plateaux, plateaux de radiologie interventionnelle, disponibilité d'un bloc en urgence, et surtout évidemment des expertises des personnes concernées, expertise du radiologue en matière de drainage, expertise du chirurgien en matière de certaines chirurgies pour certains foyers. Donc, utilité éventuelle des biomarqueurs. On a parlé des biomarqueurs pour le diagnostic d'infection. Alors, ce qui concerne la dame de l'EHPAD, je ne sais pas, mais en ce qui concerne notre patiente à nous, qui était en chirurgie colorectale programmée, il y a des méta-analyses désormais de série qui regardent la procalcitonine. Alors, par contre, la procalcitonine élevée vers J3, J5. Hein. Donc là, J3, c'est un peu moins fort que ce que je vous montre là. À J5, en tout cas, on a une puissance diagnostique pour une chirurgie peu inflammatoire qui altère peu le patient. Dans les suites, s'il y a effectivement cette réaction avec la PCT, on peut diagnostiquer la complication. Je t'interromps, mais finalement, à J5, c'est l'étude, c'est la littérature, mais à J5, on est bien trop tard, on le sait tous. Effectivement. Alors, la complication chirurgicale va sortir vers 48 heures, 72 heures. La même étude, la même méta-analyse montrait une performance moins extrême, mais encore intéressante pour J3. En revanche, si on s'intéresse au suivi du foyer, c'est-à-dire on a un patient choqué avec une infection intra-abdominale, une péritonite, et on veut savoir si dans les suites, on a maîtrisé la source ou pas maîtrisé la source. Là, on reprend la PCT, c'est dans la série de Jung et Jaber. Là, les deux décroîtent, même quand on ait contrôlé la source ou pas, il va y avoir une décroissance et on n'arrive pas à distinguer les deux. En revanche, si on fait un suivi du SOFA, et là on retrouve cette notion de la défaillance d'organes et de son suivi qui prime au cours du choc septique, à la fois l'aggravation après le contrôle de la source ou la stagnation du SOFA, c'est-à-dire la persistance de défaillance d'organes après le contrôle de la source, là, doivent inquiéter et doivent faire réexplorer, voire réintervenir. Donc, à place de l'éradication de la Je peux te poser une question sur la PCT. T'as pas l'impression que c'est un peu vicieux, là? Tu peux revenir sur la diapo d'avant? C'est un peu vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, si t'as réopéré ton patient, la PCT, elle diminue pas, voire elle continue à augmenter, tu fais quoi, là? Je veux dire, c'est quoi? Je repère le patient, je modifie mon antibiothérapie en faisant une surescalade antibiotique, etc. Parce que la façon dont tu vas l'utiliser, la PCT, ça peut aboutir à plein de trucs différents. Alors, les études, ma pratique, les études ont montré que suite à une infection intra-abdominale, si on suit la PCT, ou même qu'on regarde sa valeur brute, on n'arrive pas à faire le distinguo. Ça, c'est l'étude qui a vraiment desservi la PCT. Après, une PCT je vais évoquer une PCT qui augmenterait, une PCT qui serait carrément en train d'augmenter, là quand même, il faudrait faire attention, ou une PCT qui serait en stagnation parfaite et totale, ce qui n'était pas le profil des patients d'études, où finalement, dans les deux cas, c'était en train de décroître. Cette étude de Boris Young et de Samir est très importante, parce que, pour l'avoir analysée assez longuement, ce qu'elle montre, et je crois que c'est important, et je voudrais avoir votre accord, c'est que finalement, ces patients qui ont un sepsis intra-abdominal, même si on ne les opère pas, en leur mettant une antibiothérapie et en les traitant de façon adéquate en réanimation, on va en quelque sorte amoindrir le tableau, et donc même les marqueurs biologiques peuvent diminuer. Et donc cette étude est importante parce qu'elle montre que souvent les chirurgiens vont nous dire regarde la PCT, le lactate, tout va mieux biologiquement et pourtant je ne l'ai pas opéré. Et en fait le foyer n'a pas été bien éradiqué et c'est ça. Alors il faut la mettre avec l'autre étude à côté de Catherine Pogam. Hein. Finalement nous on leur dit allez-y quand même parce qu'on ne le sent pas. Et je trouve que ces deux études reflètent cette situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, d'autant plus que là, j'ai mis l'étude de Pogam en parallèle avec les défaillances d'organes qui primaient sur l'évolution de la PCT. Il y a quasiment exactement la même figure dans l'étude de Jung et Jaber avec le SOFA qui marche dans la même étude. Donc, il est urgent de ne pas l'utiliser et d'éduquer nos collègues chirurgiens à ne pas nous la demander. Alors, tout le problème des biomarqueurs, c'est sur la surinterprétation.
et surtout de se focaliser que sur le biomarqueur. Le patient est un tout, le score SOFA intègre des éléments cliniques, des éléments biologiques, et la PCT ne peut pas primer à elle seule. Il faut quand même prendre dans un tableau complet. Juste pour aller dans ton sens, Jacques, il y a une étude qui a, je sais pas, 7-8 ans, mais qui n'a pas été publiée dans une très très grande revue, qui est une étude qui a été faite dans tous les services de réanimation danois, l'ensemble des services, où ils ont fait une politique de l'antibiothérapie basée sur un algorithme de PCT avec des élargissements du spectre quand la PCT montait ou quand elle n'allait pas dans le bon sens. Et résultat, en bout de course, par rapport au REA qui utilisait l'algorithme normal, celui qu'on fait sans la PCT, dans le groupe PCT, tu avais une surconsommation de carbapénem et tu avais une surmortalité de la population à la fin de... Donc, il ne faut pas vouloir faire dire à ces biomarqueurs des trucs qu'ils ne peuvent pas dire. C'est un argument, c'est un truc en plus, mais dans la clinique, dans tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas, à mon avis, prendre de décision uniquement sur des PCT. Tout à fait, Rémi. Et donc, si on reprend le tout dans un schéma global de prise en charge, la place de l'éradication du foyer, initialement, c'est comme le reste. C'est en parallèle, surtout, à l'antibiothérapie, en parallèle à la stabilisation hémodynamique. Il faut s'astreindre en même temps à rechercher le foyer. Rechercher le foyer, c'est bien sûr clinique, c'est bien sûr avec le bilan minimal d'un patient en choc septique, mais il faut savoir aussi aller jusqu'au scanner, notamment un scanner abdominopelvien, voire un thoraco-abdominopelvien, pour pouvoir asseoir et identifier le foyer. Identifier le foyer, puis l'éradiquer le plus tôt possible, au moins dans les 6 heures, en parallèle à la poursuite de la stabilisation hémodynamique, et ne pas oublier que d'identifier, éradiquer le foyer, ça veut aussi dire qu'on aura un geste qui permet d'obtenir des prélèvements qui seront précieux par la suite dans l'identification et qui permettront l'adaptation de l'antibiothérapie. Et enfin, savoir suivre le SOFA, suivre le patient bien sûr, mais le SOFA peut être utile dans ce cas-là, par la suite, au cas de stagnation et d'augmentation, pour évoquer l'échec et éventuellement réexplorer, reimager et voire réintervenir pour l'éradication du foyer. Alors on est là sur une zone vraiment capitale de la prise en charge qui est souvent un peu négligée. On a vu le poids de l'éradication du foyer, même par rapport à l'antibiothérapie. On a souvent cette discussion autour du scanner. Est-ce qu'on va au scanner? Alors on a... nos aînés, l'ancienne génération qui nous dit un bon chirurgien, il va directement au bloc opératoire chez une patiente sans passer par le scanner. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec tout ça parce que finalement, le scanner, aujourd'hui, le scanner, l'écho, c'est des examens très très faciles à avoir. En pratique, chez cette patiente, je vais poser la question à Franck, est-ce que toi tu vas au scanner ou est-ce que tu penses que tu enverras directement ta patiente au bloc opératoire? On est dans notre cas très concret. Dans ce cas très concret, en particulier sur les sepsis intra-abdominaux, je crois qu'il faut vraiment aller au scanner. Il n'y a pas d'autre option que d'aller au scanner. En effet, c'est quand même des examens qui sont excessivement rapides, souvent très facilement accessibles. Donc il n'y a aucun doute là-dessus en comparaison à aller au bloc opératoire directement. Je pense quand même qu'il faut être attentif. Donc il faut rechercher cette source d'infection parce que sans avoir la source de l'infection, très clairement, on n'est pas optimal en termes de traitement. Ça, c'est certain. Il faut quand même avoir encore en tête que le scanner, c'est pas non plus dénué de risque parce qu'on perd quand même un petit peu de temps, en particulier dans l'introduction des antibiothérapes. Ça, en termes de timing, ça peut poser question. Alors, le scanner n'empêche pas de faire les antibiothérapes. Le scanner n'empêche pas, mais parfois ça limite, comme on le citait tout à l'heure. Mais voilà, dans le sepsis intra-abdominal, il n'y a pas photo. Il faut aller faire le scanner et rapidement. Alors ça va aider pour le diagnostic et ça va aider aussi pour le type de geste radiologique ou intervention chirurgicale à réaliser. Ouais. Tu es d'accord avec ça, Jacques ? Oui, c'est-à-dire que là, on est en post-opératoire. Parfois, le chirurgien a une conviction qu'il a eu un problème péropératoire ou une conviction qu'effectivement, on est devant une complication abdominale. Et à partir du moment où il est convaincu et qu'il dit « écoute, on va aller au bloc », moi, ça me va. S'il y a une discussion, s'il y a un doute, évidemment, le scanner va nous permettre de lever le doute, d'affirmer la source et aussi peut permettre de discuter la stratégie. Est-ce que c'est le bloc? Est-ce que c'est un drainage? Donc voilà un petit peu comment je placerai les choses. En sachant que la campagne surveillance sepsis préconise plutôt le drainage et les abords mini-invasifs dans ce type de situation. J'ai une question très intéressante de Slim Skayer qui pose la question sur le changement des voies invasives chez un patient de réanimation qui développe un choc septique au cours du séjour. C'est quelque chose
qui demande plus d'investissement que de mettre une antibiothérapie, qui n'est pas forcément fait. Quelle est votre politique vis-à-vis de ça, Eric? Quelle est ta vision, ta politique? En niveau de preuve, études, là on n'a pas grand-chose. On n'a jamais fait des études pour comparer retrait immédiat, retrait différé, antibiothérapie d'abord, puis retrait. Si on veut être logique, le patient en choc septique, on a cette voie. Pour l'instant, elle est précieuse, sauf si c'est un choc septique qui arrive sur une voie infectée chez quelqu'un qui avait déjà cette voie. Donc la première chose, c'est regarder si la voie est propre, si elle est inflammatoire. Tout à fait. Et après, si cette question est posée, je pense que c'est secondaire. C'est-à-dire, on va d'abord avoir l'antibiothérapie. C'est quand même plus logique d'avoir les antibiotiques qui circulent avant de se poser cette question-là et de mettre un nouveau cathéter dans les 24 heures après, s'il y a besoin, chez un patient qui a des antibiotiques dans ses tissus et dans son sang. Je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a un truc qui est super facile à faire. Hein. Tu fais, avant de débuter ton antibiothérapie, des hémocultures, c'est des hémocultures différentielles que tu fais. Et puis après, en fonction de l'interprétation... Donc les hémocultures différentielles, tu fais au même moment, tu fais un prélèvement sur le cathéter et un prélèvement en sang veineux périphérique. Mais il faut vraiment que ce soit fait au même moment. Et puis après, en fonction, quand ça pousse, en fonction des délais de pousse, si on peut avoir un délai de pousse qui est en faveur du cathéter, s'il y a un délai de pousse qui est supérieur à 3 heures entre le cathéter et la voie veineuse périphérique. Et ça, c'est important parce que ça permet en enlevant le cathéter, souvent de régler des problèmes. Parce que c'est vrai que ça donne pas souvent des chocs septiques, hein, ces infections sur cathéter, sauf quand on les laisse évoluer. Mais dans le cadre d'une fièvre qui traîne, où on n'est pas très bien, on ne sait pas où on est, le fait d'enlever des cathéters, c'est quelque chose qui est vachement important. Hein. Moi, je me souviens, les dernières années où je faisais de la réanimation, moi je faisais le tour des malades en disant le nombre de cathéters et de cathéters artériels qu'on pouvait enlever parce qu'ils ne servaient plus à rien alors qu'on était devant une porte d'entrée éventuelle d'un sepsis ou d'un sepsis futur. Vous ne croyez pas que ce qui est important, c'est de faire le tour tous les jours en se disant pourquoi ce patient a une voie veineuse centrale, pourquoi ce patient a une artère, pourquoi ce patient a une sonde urinaire, et toutes les mauvaises raisons, il faut les évacuer de façon très froide et déséquiper les patients le plus tôt possible. C'est pas ça la stratégie? Si.